Le chômage est une plaie que la France affronte depuis des dizaines d'années, mais semble ne jamais parvenir à vaincre. Au cours de nos vies, nous connaîtrons tous soit une ou plusieurs périodes de chômage, soit des amis ou de la famille qui en souffrent. Alors, qu'est-ce que c'est que le chômage et pourquoi est-ce qu'il existe? Un chômeur est une personne qui ne travaille pas alors qu'il le souhaite. Cette définition est relativement nouvelle. Il y a seulement un siècle, les auteurs néoclassiques pensaient comme nombre de leurs prédécesseurs qu'une situation de chômage était nécessairement une situation volontaire. Ce n'est plus la conception que nous en avons aujourd'hui. Les critères pour être considéré comme chômeur peuvent différer en fonction des pays. Une norme internationale a été définie par le Bureau international du travail qui permet de faire des comparaisons entre pays, mais les critères de mesure peuvent fortement varier en fonction des cultures et des politiques menées. La norme du BIT, une organisation qui dépend de l'ONU, utilise 4 méthodes de calcul différentes, mais la plus utilisée pour faire des comparaisons comporte 4 critères spécifiques. Le premier est d'avoir été sans travail, c'est-à-dire moins d'1 heure de travail par semaine, pendant la période de référence, c'est-à-dire les 4 dernières semaines. Deuxièmement, il faut être actuellement disponible pour travailler au moins 1 heure par semaine. Troisièmement, il faut activement rechercher un emploi ou bien être dans l'attente du début d'un nouvel emploi qui a été signé, mais qui n'a pas encore débuté. Enfin, il faut avoir 15 ans ou plus. La méthode de calcul du taux de chômage est la division du nombre de chômeurs par la population active, c'est-à-dire le nombre de personnes avec une activité professionnelle et le nombre de chômeurs, le tout multiplié par 100. Il existe 3 grands types de causes qui génèrent du chômage. Elles peuvent être conjoncturelles, structurelles ou frictionnelles. La première est généralement la plus commune et la plus redoutée par les employeurs et les employés. La conjoncture vient du latin con et conjunctura, qui signifie littéralement l'ensemble des jointures. Ce terme signifie que l'on parle d'un moment où plusieurs événements se rejoignent, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui est en train de se passer à court terme. Les économistes utilisent ce terme pour parler de l'ensemble des éléments économiques et sociaux se passant sur une période maximum d'1 an, causant une variation de la croissance, de l'inflation ou d'autres facteurs. Le chômage conjoncturel est donc le chômage qui est causé par des variations de court terme, généralement une crise économique. Il va s'exprimer lors de chocs positifs ou négatifs sur l'offre ou la demande, sur un ou plusieurs marchés en même temps. Le chômage conjoncturel ne dure pas. Les solutions pour s'en débarrasser vont différer en fonction des écoles de pensée. John Maynard Keynes considère qu'une action de l'État pour compenser la baisse des offres d'emploi disponibles est nécessaire, sous forme d'une redistribution par une assurance ou une assistance organisée par l'État. C'est le principe fondateur de l'ANPE, créé en 1967, que l'on appelle aujourd'hui Pôle emploi. Les libéraux et les néoclassiques considèrent qu'il faut laisser les salariés et les employeurs se réadapter librement, selon leur choix, à cette nouvelle situation, et que rapidement, ce chômage va disparaître avec le rééquilibrage du marché. Dans tous les cas, le chômage conjoncturel est temporaire et peut être expliqué par des conditions spécifiques de court terme. Lorsque vous analysez les statistiques d'un chômage de moyen ou long terme, vous êtes face à une situation considérée comme anormale. Vous devez étudier les causes structurelles. Le chômage structurel est un chômage lié à la construction ou au fonctionnement général du marché du travail sur un territoire. Ce ne sont pas les situations temporaires qui l'expliquent. Il faut chercher du côté du fonctionnement de la société pour en déterminer les causes. Cependant, la complexité du concept de chômage structurel fait qu'il est parfois difficile de les déterminer. La rigidité des interactions entre les offreurs et les demandeurs de travail est souvent dénoncée. Attention, en économie, un demandeur sur le marché du travail est un employeur, l'entreprise qui veut embaucher une personne. L'offreur de travail est celui qui souhaite être embauché. Vous entendez régulièrement une formulation inverse dans les médias avec le terme de demandeur d'emploi pour désigner un chômeur. Dans une analyse économique, un chômeur est toujours un offreur de travail. Pour vous en rappeler, pensez à qui des deux paye. C'est toujours le demandeur qui paye. L'offreur vend et reçoit l'argent. Sur le marché du travail, c'est l'employeur qui verse le salaire et le salarié qui offre ses compétences et reçoit la somme sur son compte. La rigidité du marché du travail comme cause du chômage est un argument généralement utilisé par les économistes libéraux. Lorsque des lois interviennent trop fortement sur ce marché, ce dernier est déséquilibré.
Les offreurs et les demandeurs ne sont plus en mesure de s'adapter librement en fonction de leurs choix et de leur situation individuelle. La présence d'un code du travail et d'un salaire minimum vont enclencher des réactions qui vont bloquer les interactions entre les acteurs économiques. Un salaire minimum risque, s'il est trop élevé, de faire fuir les employeurs potentiels et de donner un sentiment de sécurité aux offreurs qui resteront sur un marché où il n'y a pas de place pour eux. Ainsi, lors d'une période de chômage élevée, les offreurs chômeurs devraient naturellement accepter un salaire plus bas ou changer de secteur d'activité selon la loi de l'offre et de la demande. Mais l'attractivité d'un salaire minimum permet d'espérer reconstruire sa vie sans avoir à apprendre un nouveau métier, encourageant les chômeurs à chercher un emploi spécifiquement dans le domaine qu'ils connaissent. En y ajoutant les allocations chômage, les penseurs libéraux affirment que les chômeurs ne sont pas encouragés à aller chercher à se former pour trouver un métier dans un secteur qui recrute. Lors de périodes de chômage de long terme, un second problème va se développer. Selon la théorie de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter, l'innovation et les nouvelles technologies rendent inutiles les compétences des années précédentes et créent de nouveaux besoins dans les entreprises. Une personne qui va rester au chômage plusieurs années et espérant retrouver un emploi dans son secteur d'activité d'origine aura encore plus de mal à trouver un travail dans l'avenir, car il va avoir du mal à maintenir ses propres compétences et en plus ne sera pas aisément en mesure d'acquérir les connaissances sur les nouvelles technologies qui lui seront demandées sur les machines plus modernes ou sur des logiciels ou des nouveaux ordinateurs. Le chômage de moyenne ou longue durée favorisé par les allocations et un salaire minimum supérieur au prix du marché risque de bloquer les offreurs dans un chômage de très long terme, arrivant potentiellement à un point où il devient pratiquement impossible de retrouver un emploi. On parle alors de décalage entre les compétences offertes et les compétences demandées, c'est-à-dire quand les compétences que les travailleurs apportent ne sont pas celles requises par les entreprises. C'est généralement l'explication apportée pour les forts taux de chômage dans les territoires français du Nord-Est qui étaient spécialisés dans l'industrie lourde, le charbon et l'acier. Lorsque les entreprises de ces régions ont progressivement disparu au profit des pays en développement, les tentatives de l'État français pour sauver ces industries et permettre aux salariés locaux de rester dans leur domaine de compétences leur a donné l'espoir de retrouver un emploi lié à leur histoire. Les aides et la garantie du SMIG puis du SMIC ont découragé de nombreux chômeurs à développer des compétences entièrement nouvelles pour travailler dans un autre secteur d'activité. Petit à petit, la disparition définitive de ces industries a supprimé toute chance de retrouver un emploi qu'ils connaissaient. Face au manque de compétences recherchées, les potentielles entreprises qui auraient pu se développer sur d'autres marchés ne se sont pas implantées suffisamment dans le nord-est de la France, laissant une population bloquée dans un chômage structurel de long terme. Il faut cependant noter qu'une telle situation ne vient pas toujours d'un chômage de long terme. Le décalage entre les compétences offertes et les compétences demandées peuvent venir d'une évolution technologique trop rapide pour une population qui va devoir prendre le temps d'apprendre à les maîtriser. Il peut aussi s'agir d'erreurs de parcours. Un jeune peut avoir obtenu une licence, voire un master, mais dans un secteur où il y a une offre très supérieure à la demande. Son bac+5 n'étant pas lié aux compétences demandées par les recruteurs, ce jeune peut se retrouver bloqué dans une situation de chômage de longue durée ou un emploi mal rémunéré et à temps partiel, ne demandant pas de compétences malgré ses 5 années d'études après le baccalauréat. Plusieurs types de solutions sont généralement envisagées face au chômage structurel. Les économistes d'inspiration libérale proposent de supprimer les causes de la rigidité du marché du travail en supprimant tout ou partie des lois qui l'encadrent. La suppression des contrats à durée indéterminée, du salaire minimum ou autre interdiction de licencier devrait faire, selon eux, disparaître les barrières sur le marché et permettre de trouver un nouvel équilibre avec un nombre différent de travailleurs et des salariés liés à l'offre et à la demande. Les keynésiens vont plutôt miser sur une politique de relance de l'économie. En exploitant le multiplicateur keynésien, l'objectif est de créer davantage de consommation et d'encourager les entreprises à embaucher même des salariés qui n'ont pas les compétences requises. C'est ce que l'on observe dans les pays où il existe un plein emploi. Les entreprises sont forcées d'embaucher des salariés non qualifiés et de les former eux-mêmes face à la pénurie de main-d'œuvre. C'est notamment ce que l'on observe dans les secteurs d'activité en France où il y a un fort manque de main-d'œuvre, comme par exemple dans le bâtiment. En général, les solutions qui sont apportées vont viser à mélanger les deux approches. Conserver l'essentiel du code du travail, mais agir pour que la rigidité du marché soit moins ressentie par les entreprises. Par exemple, en France, les stages et les emplois aidés
c'est-à-dire des embauches qui vont coûter à l'entreprise beaucoup moins que le coût d'un salarié au SMIC, sont tout simplement une mesure pour que le recruteur puisse profiter de la force du travail sans avoir à payer un salaire minimum. Dans le même temps, la plus grande facilité pour les stagiaires et ceux qui bénéficient des emplois aidés leur permet d'acquérir de nouvelles compétences au sein d'une entreprise. Ce type de solution cherche à régler à la fois le problème de la rigidité du marché du travail et le décalage entre les compétences offertes et les compétences demandées. Après avoir vu les chômages conjoncturels et structurels, il y a un dernier type de chômage moins connu que nous devons voir. Celui-ci est particulier. Il existe même dans les pays que l'on considère comme étant en plein emploi. Il s'agit du chômage frictionnel, un chômage qui sera toujours présent. Lorsqu'un salarié quitte son emploi à la suite d'une démission ou d'un licenciement, il existe généralement un délai, qui peut être court, entre la fin d'un contrat et le début d'un autre. Il faut trouver le prochain employeur, passer les entretiens, signer l'accord et décider de quand l'embauche sera effective. C'est-à-dire quand l'employeur et le salarié sont tous les deux prêts à débuter leur partenariat. Tout cela demande un peu de temps. Pour ces raisons, un taux de chômage inférieur à 4% va être considéré comme un taux de chômage incompressible lié aux frictions, c'est-à-dire au délai de mouvement et de transfert des informations entre offreurs et demandeurs. Ainsi, avec 3,2% de chômage fin 2016, le Japon est considéré comme en plein emploi, ne souffrant ni de chômage structurel ni conjoncturel. À l'inverse, la Belgique, à la même période, affichait 8,4% de chômage. Lors d'un examen, il est tout à fait possible que vous vous retrouviez avec les données sur le taux de chômage d'un pays et qu'en analysant, il vous faille déterminer s'il s'agit d'un chômage frictionnel, d'un chômage conjoncturel ou d'un chômage structurel. Votre travail sera d'analyser les données que vous avez sur le ou les pays que vous avez à étudier pour déterminer de quel chômage est-ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous avez appris les critères pour être considéré comme chômeur ainsi que la méthode de calcul pour trouver le taux de chômage. Vous savez désormais que les économistes considèrent qu'il y a 3 origines possibles au chômage. La situation économique de court terme, qui mène à un chômage conjoncturel, la situation structurelle du marché du travail, et enfin l'existence d'un chômage incompressible, frictionnel. Vous savez aussi que nombre des politiques appliquées pour lutter contre le chômage s'inspirent de différentes pensées, principalement keynésiennes et libérales, et sont créées à partir d'un mix entre des solutions qui, à première vue, s'opposent. Merci pour avoir regardé cette vidéo que nous espérons instructive pour vous. Merci à nos premiers mécènes qui, par leur soutien généreux, nous permettent de créer ces cours en ligne. Par ce biais, Brest Formation apporte des connaissances et des compétences en sciences humaines et en gestion des entreprises, accessibles à tous sans inscription ni obligation. Vous aussi pouvez nous aider à créer davantage de vidéos telles que celle-ci, en devenant l'un de nos mécènes sur Tipeee via la page www.tipeee.com/braceformation. 1 ou 2 € mensuels nous permet d'améliorer le rythme et le contenu de nos vidéos pour permettre à tous de se former gratuitement et avec plaisir. Pour continuer à vous former avec nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Comme d'habitude, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions en sciences humaines ou en gestion des entreprises, vous pouvez les poster directement en commentaire sous cette vidéo.